Bonjour à tous, écoutez, je voulais faire une nouvelle vidéo sur le Fuji X1620 puisque j'en avais fait une au moment de la sortie, donc comme je fais souvent, une analyse qui reprend tous les éléments techniques, les nouveaux surtout, et puis sans dérouler la fiche technique, j'aime bien en général analyser des points plus précis que d'autres, voilà, et puis replacer ça dans l'historique du constructeur. Bref, là la différence c'est que cette fois-ci je possède donc le X1620 que je voulais en second boîtier, mais au prix où il était vendu ça faisait un petit peu trop. Bon, il se trouve que j'ai réussi à le toucher avec des promos à peu près à 1200 € le boîtier, donc vraiment en second boîtier du XH2S. Et là j'ai dit allez, on y va. Et moi c'est sûr, je connaissais un peu l'engin, du coup je sais qu'il allait me satisfaire pleinement, donc c'est bien le cas en second boîtier. Donc je voulais vous partager un peu mon expérience récente, parce que je l'ai quand même pas depuis longtemps. Voilà, alors donc ce X1620 il reprend le capteur 26 mégapixels vraiment archi connu du coup chez Fuji, puisque c'est quand même le capteur qui équipait déjà le XT3, donc ça remonte quand même, ça remonte pas mal. Ensuite il a équipé le XT4, puis il a équipé le X1610, donc le précurseur du X1620. Et puis, alors, dans une moindre mesure, il équipe aussi le XH2S qui est en train de me filmer. Sauf que lui, c'est un 26 mégapixels, mais un capteur empilé. Donc, forcément, c'est un petit peu différent du 26 mégapixels qui est là. Ce qui est sûr, par contre, c'est que le point commun avec le XH2S, c'est là donc la définition du capteur, mais c'est aussi le processeur qui est le même. Alors, c'est aussi le processeur qu'il y a dans le XT5 et qu'il y a dans le XH2. Sauf que la différence, c'est que le XH2 et le XT5 sont des capteurs de 40 mégapixels, donc ils sont beaucoup plus exigeants en calcul. Le processeur a beau être performant, ça fait forcément une différence avec un 26 mégapixels. Et donc on va le voir, effectivement, c'est un boîtier qui est plus capable en tout cas qu'un XT5 dans certains domaines en photo. Et donc on va en parler bien sûr. Alors, je pense que la première chose, évidemment, qu'on peut-être tout le monde attend, c'est l'autofocus, parce que Fuji, c'est un peu comme Panasonic, alors pas tout à fait quand même, mais bon, ils reviennent d'assez loin au niveau de l'autofocus. Quand Damien Bernal, je me souviens, a testé, je crois que c'est le Canon R10, donc ça fait maintenant un an et demi à peu près. Il avait dit dans cette gamme de prix là, je recommandais jusque là le Fuji X1610 en APS-C, et il dit l'autofocus du X1610 par rapport au Canon R10, il y a quasiment 3 générations d'écart. Et effectivement, moi qui ai possédé un petit peu un XT4 avant le XH2S, effectivement la différence elle est énorme. Alors ce qu'il y a de bien, c'est qu'avant le XT4, j'ai possédé des Sony, et notamment un Sony A7 IV, qui est quand même pas un manche du tout en autofocus, loin s'en faut, et qui est certainement à peu près du niveau du Canon R10. Et donc, je peux maintenant dire, oui, alors est-ce que cet autofocus de Fuji est revenu carrément au niveau de Canon ou de Sony? Alors, c'est difficile à mesurer comme ça. En tout cas, c'est difficile à mesurer justement, c'est-à-dire que là, faudrait vraiment faire des tests côte à côte et catégoriser entre la photo, la vidéo, la rafale, pas la rafale, voilà et tout. Ok. Ce qui est sûr, c'est que moi, je vois pas une grosse différence, et surtout, je ne vois pas une grosse différence avec le XH2S, et ça, c'est peut-être le plus étonnant. Moi, quand j'ai vu les premiers tests du XT5 et du XH2, tous les testeurs ont très vite relevé que si l'autofocus faisait un gros progrès par rapport au XT4, on voyait tout de suite qu'il n'était pas au niveau du XH2S, notamment par sa rapidité, quand les sujets commençaient un petit peu
à bouger. Eh ben, honnêtement, moi sur ce XS20, je vois vraiment peu de différence avec le XH2S. Il faut vraiment que ça aille très vite pour que le XH2S effectivement s'en sorte mieux, hein, et un taux de réussite sur une rafale plus élevé, on va dire. Voilà, mais c'est tout, parce que sur la plupart des sujets, le XS20 et le XH2S, c'est impossible de faire la différence au niveau de l'autofocus. Alors évidemment, toutes les détections sont rigoureusement les mêmes, l'interface est la même, d'ailleurs c'est pas la meilleure du marché, là, loin s'en faut, mais voilà, il n'y a aucune différence à ce niveau-là, et sinon, enfin, même en détection en très basse lumière, ça j'ai essayé, il détecte mais vraiment aussi bien que le XH2S, c'est-à-dire dans une obscurité assez prononcée, et ouais, c'est assez sidérant. Donc pour moi, c'est un autofocus qui est largement au niveau de la concurrence. Alors après, on va parler rafale justement, hein, ok. Alors en rafale justement, c'est un boîtier qui, déjà dans sa version XS10, était pas mal, mais il y avait deux écueils à la rafale sur le XS10. C'est un, que l'autofocus avait forcément beaucoup de mal à suivre des sujets rapides, et donc avoir une rafale rapide mais un autofocus qui loupe une photo sur 2 voire 2 sur 3, ça ne sert pas à grand chose, on va dire. Et deux, il avait surtout un buffer ultra limité, notamment en RAW. En rafale RAW. Hein. Voilà. Eh bien, le XS20, il corrige absolument ça. Hein. Donc, en rafale mécanique, il est à 8 photos par seconde, ce qui est pas mal. Justement, on va comparer après, hein, avec la concurrence. Et en électronique, il est à 20 images par seconde en pleine définition, et on peut monter à 30 images par seconde, moyennant un crop de 1,29, ce qui, pour que tout soit clair, fait tomber à peu près la résolution à 15 mégapixels. Voilà, mais on a accès dans ce cas-là à 30 photos par seconde en obturation électronique. Bon, donc c'est quand même bien, c'est-à-dire que pour un boîtier finalement de ce prix-là, et dans un petit boîtier comme ça, c'est quand même super. Hein. Surtout que, du coup, comme c'est accompagné d'un autofocus qui est quand même très capable, c'est très utilisable. Alors, en obturation électronique, il y a toujours évidemment l'écueil du rolling shutter. Et donc, il faut faire attention, suivant les mouvements du sujet qu'on va prendre en rafale, là, ou même sans la rafale d'ailleurs, hein, il se peut qu'on ait du rolling shutter qui déforme carrément les images. Alors, et puis il y a aussi le problème du banding, hein, qui vient de la même histoire, hein, que le rolling shutter, c'est-à-dire le temps de lecture du capteur. Alors où on en est en temps de lecture de capteur sur ce XS20, et donc en rolling shutter et en banding, on est dans la moyenne, voilà. Hein. On est dans la moyenne, on n'est pas au niveau des meilleurs, quoi qu'en APS-C finalement. Je sais pas, parce que même les Canon, là, le R7 et le R10, franchement, je crois même qu'ils sont un peu moins bons, hein, finalement. Sony, alors le jour où Sony sera bon en rolling shutter, quand c'est pas des capteurs empilés, je pense que les poules auront des dents, ou alors c'est dans très longtemps. Bon, il est certainement pas pire que le dernier Sony A6700 au niveau rolling shutter, voilà, donc il est dans la norme, on va dire ni plus ni moins. Alors là par contre, ça c'est une différence énorme par rapport au XH2S. C'est-à-dire que le XH2S, vous pouvez faire des rafales à 30 images, 40 même. En obturateur électronique, les yeux fermés, vous n'aurez pas de rolling shutter. Donc ça, c'est évidemment une différence fondamentale. Bien sûr, en vidéo aussi, hein, quand vous faites des mouvements de panning, là, hein, des mouvements latéraux relativement rapides, vous avez vos lignes droites qui font ça, hein, avec un XS20 ou la plupart des appareils capteurs non empilés, alors que sur le XH2S, ça reste parfaitement droit. Donc ça, évidemment, c'est une différence fondamentale. J'allais dire heureusement, parce que vu la différence de prix, hein, avec le capteur empilé, il faut quand même que ça se justifie, hein, évidemment. Donc voilà, en tout cas, il est largement dans la norme. Et puis donc surtout, au niveau du buffer, il s'est carrément amélioré. Alors moi, je ne parle pas du buffer en JPEG.
parce que il est illimité, hein, on va le dire comme ça, mais je pense comme à peu près toute la concurrence maintenant, hein, sur les boîtiers modernes qui sortent en rafale. Là où c'est pas mal, c'est en RAW. Là où c'est pas mal, je trouve, c'est qu'on est à, je crois, un peu plus, en RAW, on est un peu plus de 80 images. Bah, quand on est à 20 photos par seconde, ça fait déjà 4 secondes pleines de rafale à 20 images par seconde. En général, c'est plus que suffisant, hein. On a rarement besoin déjà de 4 secondes sur ces rafales ultra rapides. Mais enfin, c'est super confortable d'avoir ce buffer-là, hein. Et là, ça change énormément par rapport au XS10, hein, bien sûr. Donc, c'est un appareil qui est quand même très capable en photo d'action. Et ça, évidemment, c'est très nouveau dans cette série XS, hein, de Fuji, bien sûr. Donc ça le met à un niveau déjà intéressant, hein, de polyvalence en photo, en tout cas, parce que évidemment il y a aussi, ça j'en ai pas reparlé comme ça en ouverture, parce que bon, je pense que tout le monde le sait, la qualité d'image Fuji, hein, même si c'est de la PSC, elle fait quand même toujours référence, hein, et c'est évidemment le cas dans ce XS20. Dans le monde de la PSC, on va dire avec Sony, ils partagent la meilleure montée ISO, hein, bien sûr, et la meilleure dynamique aussi, hein. Donc là-dessus, il y a évidemment zéro souci en APC, bien entendu. Après, la stabilisation. Alors la stabilisation aussi, elle est en progrès, hein, par rapport au XS10. C'est la même stabilisation, je crois, hein, que sur mon XH2S. Bon, donc c'est une bonne stabilisation. C'est peut-être pas, elle fait pas partie, je veux dire, des toutes meilleures du marché. Alors dans le monde de la PSC, on va avoir du mal à trouver mieux, parce que chez Canon, c'est peut-être, alors là, il faudrait voir quand même, hein, avec le R7 par exemple, c'est peut-être un chouille mieux, mais bon, et je crois qu'il y a quand même des problèmes de wobbling aussi chez Canon que là, il n'y a quasiment pas, hein, dans le XS20. Donc à voir vraiment. Et puis Sony, ben, dans le A6700, le problème c'est qu'ils n'ont pas mis la super stabilisation qu'ils ont mis dans le R7, R5, c'est-à-dire ils ont mis l'ancienne, entre guillemets, hein, stabilisation de Sony. Donc je pense que le Fuji est même meilleur, hein, ou en tout cas pas pire, ça c'est sûr. Voilà. Donc pour la photo, on a fait le tour. Après, on va parler un peu ergonomie. Alors au niveau de l'ergonomie, là c'est sûr que c'est un boîtier qui est résolument compact, hein. Et ça c'est vraiment super, c'est-à-dire que là, contrairement au XH2S qui est un boîtier qui fait plus penser à du plein format, hein, par contre on se récupère avec les objectifs évidemment, celui-là, alors là je vous le montre, il est simplement avec le Sigma 30 mm 1.4, hein, voilà. Donc bon, c'est souvent avec cet objectif que je filme d'ailleurs, là mes vidéos. Là non, là je filme avec le Sigma toujours, mais le 1850 f2.8. Bon. Et donc la compacité est vraiment excellente, mais ce qui est génial, c'est qu'elle n'est pas au détriment de la prise en main. Un peu comme le dernier Sony A6700, c'est-à-dire qu'il a vraiment une poignée qui permet de le tenir parfaitement en main. Moi j'ai des assez grandes mains, hein, je vous laisse voir. Donc franchement, et puis enfin, il tient super bien en main, hein, ça, il n'y a pas de souci. Après, sur un énorme téléobjectif comme le Tamron 150-500 que je possède là, alors ça passe bien, hein, j'ai essayé, hein, ça passe bien, mais c'est vrai que c'est quand même plus confort sur le XH2S, hein, ce genre d'objectif, forcément, sinon tout le reste, moi, de ma gamme optique, il va super bien sur ce boîtier, y compris j'ai le 70-300 de Sigma, il se marie à la perfection avec ce XS20, hein, vraiment. Donc c'est un boîtier très très sympa au niveau vraiment de la compacité et de la prise en main en même temps. Ensuite, alors on va commencer par le viseur, parce que là le viseur, moi j'ai brocardé assez Sony sur ses dernières sorties dans leur boîtier là, Sony, comme le A6700 et puis le nouveau A7C2 et a fortiori le A7CR. C'est ça, hein, ouais. Voilà, qui ont des petits viseurs et puis de 2,36 voilà, mégapixels.
Je trouvais ça un peu pingre, on va dire. Alors, sur ce Fuji, c'est aussi un viseur de 2,36 mégapixels. La petite différence, c'est qu'on n'est quand même pas dans la même gamme de prix, y compris avec le A6700. Alors, moi, ce que j'ai pu remarquer, c'est que quand j'ai mis l'œil dedans pour la première fois, puis à chaque fois que je mets l'œil dedans, en fait, eh ben je ne suis pas choqué par un manque de définition. En fait, pas du tout. Je le trouve tout à fait bien défini et ça m'a surpris au premier abord. Puis après, j'ai mieux compris. En fait, l'image est relativement petite. Relativement, hein, après ça dépend d'où vous venez. Ouais. Elle est plutôt assez petite, on va dire, dans le viseur. Et donc, du coup, comme elle est assez petite, elle n'a pas besoin d'être très définie pour paraître nette. Alors que quand vous mettez l'œil juste après, et ça je l'ai fait, hein, dans le XH2S, je suis passé de l'un à l'autre très vite, là la différence, voilà, c'est qu'à de le dire, elle vous saute à l'œil. C'est-à-dire que l'image est beaucoup plus grande dans le XH2S. Et là, il aurait du 2,36 mégapixels. Je pense qu'elle ne serait pas de très bonne qualité. C'est pour ça que c'est un viseur 5, je ne sais plus combien mégapixels qu'il y a dans le XH2S. Alors ouais, c'est beaucoup plus confort au niveau de la visée. Mais pour autant, il ne faut pas dire qu'on ne peut pas viser avec le X1620. Ce viseur, il est utilisable entièrement pour, je veux dire, cadrer comme il faut, apprécier la scène et faire les différents ajustements. Il fait tout à fait le job, à part qu'il est beaucoup plus petit que dans le XH2S. Voilà. L'écran, c'est le même que dans le XH2S. Je crois que la définition c'est la même. Chez Fuji, c'est tout standard, ils ne font pas de différence suivant les gammes. Évidemment retournable et tout, comme le XH2S. Donc ça, c'est une condition essentiellement pour mes vidéos. Voilà. Alors ensuite, là où c'est, on va dire, amusant si on veut, le XH2S, certains ont regretté à sa sortie qu'il ait que 2 molettes finalement, parce que c'est bien ce qui se passe quand même sur le XH2S. En tout, il n'y a que 2 molettes. Et donc, il faut jongler un peu avec. Des fois, sur un boîtier aussi haut de gamme, il y a des fois, ouais, c'est un tout petit peu frustrant. Et donc, ce qui est, entre guillemets, marrant, c'est que lui, il en a 3. Ouais, il en a 3, il a celle-là, il a celle-là derrière, et puis il en a une ici qui n'est pas sérigraphiée et qui est tout à fait programmable. Donc moi c'est très clair, j'ai mis les ISO sur celle-là. Le bouton ISO, là j'ai chanté, j'ai mis autre chose. Là c'est ma molette d'ISO, et puis les deux autres classiques, soit ouverture vitesse en manuel, soit vitesse sur un, compensation d'exposition sur l'autre. Voilà, bon, bref, c'est comme ça que j'ai réglé aussi mon XH2S, sauf que sur mon XH2S, les ISO, je suis obligé de les laisser sur le bouton ISO pour les régler. Si je les mets sur une molette, là je perds une molette en plus. Donc là, c'est plus possible. Alors voilà, donc là, c'est quand même étonnant. Des fois, les choix de Fuji, c'est bizarre. Sur un appareil à moins de 1500 €, ils mettent les 3 molettes et pas sur celui à plus de 2500 €. Bon, voilà. Sinon, pour le reste de l'ergonomie, disons qu'il manque un peu de boutons quand même. C'est-à-dire que chez Fuji, on peut programmer la plupart des boutons comme on veut, ça c'est quand même évidemment la base, mais c'est vrai que ça fait une grosse différence avec le XH2S. Là par contre, des boutons personnalisables, donc on peut personnaliser le AEL, on peut personnaliser le AF On, bien sûr, on peut personnaliser la poubelle, par défaut dessus c'est le mode rafale, quoi, entre autres, voilà. Et puis, on peut donc personnaliser le bouton ISO et le bouton Q. Bon, moi, le bouton Q, de toute façon, si vous l'enlevez de là, il faut le mettre ailleurs. Il faut quand même avoir accès à ce menu rapide. Surtout, justement, comme il n'y a pas beaucoup de boutons, c'est la moindre des choses. Donc, on va dire que ce n'est pas vraiment un bouton personnalisable, quoi. Donc, voilà, et c'est tout. Il n'y en a pas devant, il n'y en a pas d'autres dessus. Ouais. Donc, c'est un petit peu juste. Bon, après, on se rattrape bien sûr avec le mode Q, le menu qui en plus est tactile. Bon, il est tactile, mais c'est du tactile à la Fuji, donc c'est comme le XH2, je veux dire.
c'est pas du tactile à la Canon, hein, et ni d'ailleurs à la Sony dernière version des menus Sony, hein, qui sont mieux faits. Enfin, le tactile est bien mieux fait que sur ces Fuji qui accusent un retard certain en la matière. Et ça, pour le coup, moi, ça m'embête. Je veux dire franchement, parce que si on réfléchit bien maintenant, où en est Fuji, avec quel autre constructeur Fuji est-il aussi en retard sur le tactile et un peu l'interface générale, je dirais. Et bien l'autre, c'est OM System, hein, qui ne fait pas de menu tactile non plus, et puis qui, c'est pareil, l'interface n'est pas toujours au top. Et bien ils partagent ça avec OM System, qui est... Alors, je pense que là, je ne sais pas ce que vous en pensez vous, mais qui est une marque en déclin évident, hein. Ils n'ont plus rien sorti depuis l'OM1, là, je ne sais plus, il y a un an, qui est très cher pour ce que c'est quand même. 2200 € le boîtier, hein, quand même, et il est quasiment jamais en promotion, hein, moi je regarde, donc c'est pas très bon signe. Ils ont sorti un OM5. Enfin, le précédent OM5 était presque mieux, quoi. Aucune avancée, rien du tout. Donc voilà. Donc tout ça c'est pour dire, moi ça me fait pas plaisir, hein, que Ex Olympus petit à petit disparaisse et puis que le micro 4 tiers finalement se porte mal, malgré la sortie récente du Panasonic G9 II. Et moi, ce qui me plaît pas, c'est que Fuji soit, en tout cas pour la partie voilà, interface et tactile, du niveau de OM System. Parce que tous les autres, maintenant, c'est bon, ils ont arrêté. Même Sony, où c'était un peu la misère aussi, ils ont arrêté ce délire, quoi. Ils ont mis des menus entièrement tactiles, une interface quand même beaucoup plus agréable. Bon, ben, ça compte quand même, mine de rien, moi je trouve, dans un boîtier. Canon, alors c'est les précurseurs, ils ont toujours une longueur d'avance dans ce domaine-là, ça c'est sûr. Panasonic, ils sont quasiment du niveau de Canon, hein, sur le tactile, l'interface générale. Et Nikon, ça fait un moment que tout est tactile chez Nikon aussi, hein, donc voilà. Ça, c'était mon petit coup de gueule contre Fuji. J'espère vraiment que ça va rapidement changer sur les prochains boîtiers, sinon, c'est pas super rassurant. Voilà, donc pour ce côté-là. Après, quoi d'autre sur le boîtier en lui-même? Oui, alors il a un joystick, parce que vous savez que j'ai beaucoup pesté, si vous avez vu ma vidéo sur la sortie de la 6700, et puis donc de la 7C2 et de la 7CR, le fait qu'il n'y ait pas de joystick sur ces boîtiers, et ça je vais réexpliquer, hein, parce qu'il y en a qui me disent oui mais maintenant avec les détections on n'a quasiment plus besoin de joystick, alors vraiment je ne suis pas d'accord, hein. C'est-à-dire que moi je l'utilise la détection tout le temps, hein, des visages et des yeux notamment, ou par exemple des oiseaux, quand je fais de la photo des petits oiseaux là qui décollent et tout machin, c'est évident qu'à la base il faut aller mettre d'abord un collimateur moyennement large, on va dire, sur l'oiseau ou sur la personne qu'on veut mettre au point et pas celle d'à côté, voilà. Et ensuite, une fois que on a amené avec le joystick le collimateur où on veut, après il fait la détection de l'œil, ok, il n'y a pas de souci, quoi. Mais pour moi c'est fondamental de pouvoir amener ce collimateur rapidement là où on veut. Et donc quand on n'a pas de joystick, il faut le faire avec un pad. Seulement le pad, comme chez Sony, il sert à autre chose, normalement en prise de vue, donc il faut appuyer d'abord sur un bouton pour dire non, je veux que le pad là il serve à déplacer, et puis de toute façon c'est pas aussi pratique qu'avec un joystick. Bon, et puis alors on peut aussi le faire avec l'écran directement, hein, en touchant l'écran, même quand on a l'œil au viseur, mais moi je l'utilise des fois. Et franchement, c'est pas aussi précis et on n'arrive pas à mettre pile où on veut comme avec le joystick, hein. Des fois, pour mettre grossièrement, ça va, ça fait le job, hein, c'est sûr. Mais il faut aussi que l'écran soit retourné. Et moi, des fois, en photo, je ne retourne même pas l'écran parce que je prends au viseur et puis que ça suffit et puis qu'il y a toutes les infos qu'il faut dans le viseur et puis que même si on veut régler un truc dans les menus, on peut le régler dans le viseur. D'ailleurs, on y voit mieux que sur l'écran et que on peut revoir ses photos dans le viseur et d'ailleurs, on les voit aussi beaucoup mieux que sur l'écran. Bien, ceci étant dit, il a donc un joystick. Alors, c'est un petit joystick, hein.
C'est les petits joysticks comme il y avait sur les XT4 là avant, ou je sais pas, le XT5 il a peut-être ça aussi. Alors bon, ouais, c'est un peu moins agréable que le joystick du XH2S qui est quand même plus gros, hein, qui tombe bien sous le pouce. Bon, celui-là, mais il est assez rigide, donc on le sent bien quand même. Hein. C'est très différent comme sensation du XH2S, mais c'est pas pour ça que c'est pas efficace. Après, par contre, le truc c'est qu'il n'a pas de pad du tout. Alors ça, évidemment, c'est un peu des fois, enfin, à l'usage, c'est pas gaspillé parce qu'à l'usage, de toute façon, justement, quand on n'est pas en prise de vue, en fait, bah, le joystick, il remplace le pad. Et bon, ça marche très bien. Hein. Simplement, le pad sur les autres Fuji, il donne accès à 4 autres fonctions personnalisées, justement. Et là, il manque quelque part ces 4 boutons pour personnaliser d'autres fonctions, comme je fais sur mon XH2S, quoi. Voilà. Ensuite, toujours au niveau ergonomique, il n'a qu'une carte mémoire, hein, ça, bon, je pense que tout le monde le sait, donc c'est pas un appareil pro à mon avis, hein, parce que même s'il a des très bonnes capacités, là c'est vrai que quand on ne peut pas sauvegarder, c'est compliqué, hein, je pense, quand on est professionnel. Alors, il a la carte mémoire ici dans le logement de la batterie, hein, donc c'est de l'UHS-2 heureusement, hein, évidemment. Alors, il y en a qui disent bon, c'est pas pratique cette configuration, quand vous êtes sur pied que vous devez changer la carte mémoire, c'est galère. Alors bon, moi non, je trouve pas, parce que franchement quand il est comme ça, l'embase du pied elle bloque pas du tout l'ouverture de la batterie, oui, parce qu'il y a la batterie aussi là, hein, évidemment. Et puis surtout, comme vous voyez, là, quand c'est ouvert, la batterie, elle ne tombe pas, en fait, parce qu'il y a un petit ergot là jaune qui la bloque, hein, il faut le débloquer vraiment manuellement. Donc on peut tranquillement changer sa carte mémoire, on ne risque pas de faire tomber la batterie. Voilà, et bon, bah, puisqu'on parle de batterie, ça sera le dernier truc hein, sur l'ergonomie et les caractéristiques générales, bah, il a la super batterie, hein, la grosse, quoi, voilà. Donc ça, c'est aussi une grosse évolution par rapport au XS10, bien. Alors ensuite en vidéo. Alors en vidéo, là, il apporte quand même beaucoup plus évidemment que le XS10. Hein. C'est-à-dire que là, on va avoir accès à la 4K évidemment 50, moyennant un petit crop. Hein. C'est un crop de 1.18. Donc ça, là, c'est raisonnable, hein, très même comme crop. Hein. Ensuite, il a le 10 bits. On va dire, hein, ça en vidéo maintenant, à peu près tous les boîtiers ont le 10 bits, et c'est bien parce que le 10 bits ça apporte hein, par rapport à du 8 bits, surtout quand on utilise le log. Alors par contre, le truc, mais comme sur tous les boîtiers, hein, à part justement le XH2S ou je sais pas, peut-être le Panasonic GH6, le seul truc c'est que sur tous les autres c'est couplé au codec H265. Alors pourquoi c'est un problème? Non pas que le H265 soit un codec de mauvaise qualité, c'est pas ça, c'est que c'est un codec qui compresse énormément, mais sans dégrader, hein, je veux dire, mais qui est super compliqué à décoder pour les ordinateurs. Et donc moi j'ai un PC quand même performant, vraiment, hein, que justement je m'étais racheté dédié au montage vidéo et tout. Et donc il a un très bon processeur, il a beaucoup de mémoire vive, il a une très bonne carte graphique. Dessus, j'ai DaVinci Studio, donc la version payante hein, de DaVinci, celle qui normalement marche du feu de Dieu. Alors, les fichiers H265 10 bits, hein, le 422 10 bits, donc, c'est une tannée au montage, hein, franchement. C'est souvent qu'il y a des arrêts. Je suis obligé d'attendre 2 minutes, 3 minutes avant de pouvoir reprendre. On sent, hein, c'est pas que ça plante, ça mouline, quoi. Et voilà. Et encore, c'est juste en faisant des cuts et des. Alors, je vous dis pas si derrière on commence à faire de la retouche colorimétrique, faut être patient et puis c'est pas agréable, quoi, clairement. Alors que, bien entendu, le XH2S et le GH6, pour ça que j'en parlais,
sont les boîtiers qui possèdent le ProRes en interne. Et là, ça fait une différence énorme. Hein. Là, je parle en connaissance de cause, hein, parce que moi, souvent, je filme en ProRes avec mon Fuji quand je veux du 10 bits, et j'utilise jamais le H265 422 qu'il y a aussi hein, dans le X-H2S, parce que le ProRes au montage, c'est super fluide, pas de problème, jamais de plantage, jamais d'arrêt, rien du tout. Et surtout, à l'export, ça fait aussi une énorme différence. Hein. Là, j'ai vu ma dernière vidéo sur la présentation du Panasonic G9 II. Je l'ai faite au Fuji X1620, puis j'ai voulu comme ça essayer, même si j'avais pas besoin pour faire une vidéo YouTube comme ça, j'ai voulu essayer le H265 422 10 bits. Donc 35 minutes de vidéo une fois montée, hein, et ben 35 minutes d'export avec la version payante de DaVinci. Et j'ai exporté en Full HD en plus, hein, même pas en 4K. La même en ProRes, export en 4K 10 minutes. Je vous dis pas la différence. Hein. Alors le seul truc c'est que le ProRes, bah, déjà il y a très peu de boîtiers qui l'ont en interne. Ça oblige à avoir les cartes CF Express parce que les cartes SD elles ne peuvent pas supporter le débit du ProRes qui est énorme en fait. Et alors le débit est énorme et la place que ça prend c'est énorme aussi, et ça c'est l'énorme différence avec le H265 10 bits bien sûr. Et j'ai oublié de dire mais le ProRes c'est du 10 bits hein, évidemment. Alors le ProRes, c'est-à-dire que c'est en plus c'est du All Intra, hein, là si on se met en H265 422 10 bits All Intra, ce qu'on peut faire dans ce X1620, mais oui, on va retrouver des fichiers déjà plus gros. Alors est-ce que ça va être un peu plus fluide? Sûrement. Au montage que le Longop, c'est bien possible. Hein. J'ai pas essayé, j'avoue. J'essaierai, tiens. Voilà. Mais bon, je sais que moi j'aurais tendance à jurer que par le ProRes, à part qu'il faut de la place et puis il faut des disques durs externes aussi, quoi. Voilà. Donc pour la vidéo, après il y a la stabilisation en vidéo, bah, c'est pareil, c'est comme en photo, elle marque des progrès hein, par rapport à la génération précédente. Moi personnellement, en vidéo, j'avoue que la stabilisation, c'est très rare que je m'en serve, tout simplement parce que je filme très rarement à main levée avec mes boîtiers. Bon, les rares fois où je filme à main levée, c'est avec mon smartphone en fait. Donc, et bon, les smartphones évidemment ils stabilisent beaucoup mieux vu qu'ils ont un capteur minuscule, il est facile à stabiliser, hein, fortement même. Avec mes boîtiers, je filme toujours sur gimbal ou là, comme là évidemment, sur trépied. Et donc c'est rare que je les utilise à main levée, donc pour moi c'est pas vraiment un critère, quoi. Vous voyez, c'est comme quand j'avais fait la vidéo de présentation du Canon R8 où j'avais dit, il n'a pas de stabilisation, hein, le Canon R8. J'avais dit en vidéo finalement, bon, si ceux qui vloguent régulièrement là comme ça, à bout de bras, je sais pas s'il y a beaucoup de monde qui le fait, enfin il y en a qui le font, c'est sûr. Ah là, ok, la stabilisation c'est important, d'accord, c'est sûr. Donc elle n'est pas mauvaise, hein, surtout quand on y couple la stabilisation numérique. Hein, on arrive à faire des plans assez bien stabilisés avec ce Fuji. Voilà, donc je pense que pour le volet vidéo, on est bon. Hein. Ah si, j'ai oublié encore un petit truc, en vidéo toujours, hein, la surchauffe. La surchauffe. Alors là, il y a une grosse différence entre le X-H2S et le X1620. Là, je peux le dire pour le coup, pour avoir tourné des vidéos de plus d'une demi-heure là, donc en 4K 25. Hein. Le X1620, on a assez vite le voyant de surchauffe. Voilà. Alors que sur le X-H2S, je fais quand même souvent des vidéos. Enfin, entre toutes les prises, ça dépasse largement la demi-heure. Hein. Des fois, c'est plus proche de l'heure. La plupart du temps en 4K 25, mais en ProRes aussi la plupart du temps, je n'ai jamais vu un témoin de surchauffe s'allumer. Hein, alors que là sur le X1620, je l'ai déjà vu plusieurs fois alors que ça fait pas longtemps que je l'ai. Voilà, ça c'est quand même une différence aussi, hein, bien sûr. Donc globalement c'est vraiment un super boîtier, hein, ce qu'il embarque, il n'y a pas de fausses notes hein, dedans, hein, c'est beau, hein. Et puis il a un truc surtout que n'a pas le X-H2S, et ça je trouve que pour le coup c'est
C'est incroyable même que Fuji, alors ça il pourrait le mettre par mise à jour quand même sur XH2S, le XH2 quoi. C'est bête hein, mais c'est le cadre rouge là quand on filme. Et franchement là je vois, je me filme avec le XH2S, j'ai ce malheureux petit point rouge qui clignote en haut de l'écran que je vois pas des fois très bien quoi. En tout cas j'y fais pas super attention et donc ça m'a parfois joué des tours. Alors que là, vous avez le cadre rouge et là, vous risquez pas de louper que vous filmez ou que vous filmez pas. Et ça, c'est quand même surprenant que Fuji l'implémente pas, même avec une mise à jour. Hein. Encore une fois, le XH2S et le XH2 sont des boîtiers à forte connotation vidéo. Quand même, il a plus de possibilités encore que ce XS20, mon XH2S en vidéo. Il fait de la 4K 120, il filme donc en ProRes, voilà, donc je sais pas, quand même quoi. Mais bon, en tout cas, il a ça, hein, et c'est précieux, mine de rien, ce petit XS20. Voilà, je terminerai avec l'histoire de l'autofocus parce que ça me tient à cœur, vous le savez. Non pas que je prétends que les nouveaux autofocus Fuji sont meilleurs ou égalent les meilleurs, c'est pas ça du tout. Mais quand je vois certains tests des fois qui disent, qui reprennent un peu tous en cœur, pardon, que l'autofocus Fuji il a beaucoup progressé mais qu'il est quand même pas du niveau de Canon et Fuji, et ben autant je suis d'accord pour Canon quand on parle de la rapidité de suivi hein, d'un sujet, autant je suis désolé, je continue à pas être trop d'accord par rapport à Sony. Parce que si Sony a une détection qui est nickel, qui est super, bon, ok, moi je vois pas énormément la différence avec ce qu'il y a par contre dans ces nouveaux Fuji, parce que tous les modes de détection, ils y sont, comme dans le Sony. Alors le Sony, c'est le truc un peu marketing, maintenant il nous le montre à toutes les sauces, à chaque fois qu'il y a un nouveau boîtier qui sort, vous savez, il y a l'espèce de squelette, et la puce d'intelligence artificielle dédiée à l'autofocus, elle va analyser la position des membres et tout, pour savoir au final hein, où est la tête et surtout les yeux, et voilà, et faire la mise au point plus facilement dessus. Est-ce que ça fait une grosse différence avec quand il n'y a pas ça ? Ben, par exemple, le dernier boîtier à ma connaissance sorti chez Sony qui n'avait pas encore ça, c'est le A7 IV, donc que j'ai possédé. Est-ce qu'il fait moins bien, est-ce qu'il tient moins bien les détections que les nouveaux? Il n'y a que les possesseurs de Sony qui peuvent le dire. Moi, j'ai pas l'impression que ça fasse une différence fondamentale. Mais bon, après, on est content, voilà, parce qu'il y a ça. Toujours est-il qu'il y a même des essais qui sont drôles, style on fait marcher quelqu'un avec chapeau et lunettes pour bien montrer, et puis masque aussi pendant qu'on y est, enfin la totale quoi, et pour bien montrer que le Sony, les nouveaux Sony, ils vont détecter l'œil quand même, malgré tout ça, et que le sujet se déplace et tout. C'est vrai que c'est génial, hein, d'avoir la mise au point sur l'œil avec des grosses lunettes de soleil, un masque et tout, et un chapeau, c'est super utile en fait. Hein. Parce qu'après, sur la photo, bien sûr, c'est l'œil qu'on va voir. Bref, non, c'est rigolo. C'est très marketing surtout, en fait. Bref, pour en revenir à un sujet plus sérieux, la Rafale, la Rafale, ça montre à quel point l'autofocus est bon en suivi, ou pas d'ailleurs, en suivi de sujets. Et c'est un peu le juge de paix hein, sur une Rafale, le taux d'échec qu'on va avoir, alors à condition évidemment de faire exactement la même Rafale sur le même sujet avec le même objectif et tout. Hein. Bon, bref. Alors, sur la chaîne de Damien Bernal, il fait tout le temps le même test qui est très bon, hein, justement, pour tester comme ça la capacité de suivi d'un autofocus. Il fait courir sa chienne à pleine balle devant l'objectif et il met la rafale maxi de l'objectif et il compte hein, les photos nettes, les photos floues. Et comme il dit, ça lui permet de hiérarchiser les autofocus. Et à ce petit jeu pour l'instant, c'est Canon, enfin on parle leur capteur empilé, là, hein, c'est Canon qui mène la danse. Moi ça ne m'étonne pas du tout parce que j'en ai vu d'autres des tests, hein, y compris sur des chaînes anglaises quoi, ou américaines, et tout le monde est d'accord, hein, c'est Canon, c'est eux les meilleurs pour l'instant là-dedans. Donc clairement, ils sont meilleurs que Sony sur le vrai suivi d'un sujet rapide, on ne parle pas de la détection. Ensuite,
Oui, je disais, il met la rafale maxi de tous les boîtiers. Et c'est là que, en fait, ça pose un peu problème, parce que quand on teste un Sony en rafale, que ce soit tous les A7 récents, là, A7 IV, A7 R5, mais même avant l'A7 IV, même on peut remonter jusqu'à l'A7 III, hein, et l'A7 R3 même, sorti en début 2017. Jusqu'à l'A7 R5 actuel, au Sony A6700, à l'A7C2, voilà. On est bloqué à 10 photos par seconde, qu'on soit en obturation mécanique ou électronique. Alors, sur le A6700, c'est 11, pardon. Bref. Et quand il teste d'autres boîtiers, Damien Bernal, hein, il les teste à leur capacité maxi. C'est-à-dire, par exemple, quand il a testé le Fuji X-H2S, je me souviens, il l'a testé avec ses 40 photos par seconde. Quand il a testé le XS20, il l'a testé avec 20 photos par seconde. Et il trouve son taux de déchet. Et puis quand il teste un Sony, quand il a testé dernièrement le A6700, il a fait à 10 photos par seconde, puisque de toute façon, à 11 pardon, puisque c'est pas possible plus, on va dire. Et puis voilà, il a dit il y a à peu près 15% des photos qui sont pas bonnes, quoi. Hein. Donc en gros, on va dire 85% de taux de réussite sur la rafale. Et quand il avait testé le XS20, il avait à peu près 75%. Il avait dit il y a à peu près 25% des photos qui sont pas nettes. Ok. Et donc il a conclu que bon, c'est quand même un autofocus dans le XS20 qui n'est pas encore au niveau de Sony. Je me permets de ne pas être d'accord. Si le Fuji, on peut le mettre à 10 images par seconde. On peut, hein, dans le réglage de la rafale, on peut le mettre à 10 photos par seconde. Donc ce qu'il faudrait faire en fait, c'est mettre le Fuji à 10 photos par seconde, avoir un des Sony à côté à 10 photos par seconde qui est son maximum, faire la rafale et compter. Et bon, là, après, c'est un peu, je veux dire, intuitif. Si un autofocus est capable de sortir à peu près 75% d'images nettes sur une rafale, hein, sur un sujet qui va très très vite face à l'objectif, à 20 images par seconde, on se doute bien que s'il en fait que 10, il a plus le temps de refaire la mise au point entre les photos, parce que ça va quand même 2 fois moins vite, hein. Et que donc, il va sortir un taux de réussite plus élevé que 75%. Donc moi, j'aimerais bien... Enfin, c'est pas du tout que j'ai envie de dire non, mais l'autofocus Fuji, maintenant, il est largement du niveau des Sony et tout, parce que sur d'autres domaines, c'est pas tout à fait vrai. De toute façon, c'est pas ça le problème. C'est que j'aime bien qu'on compare les choses comparables, en fait. Donc moi, je lance un appel. S'il y a des possesseurs de boîtiers Sony récents parmi vous à capteur non empilé, que ce soit un A7 IV, un A7 R5, les nouveaux A7C là, et même le A6700, voilà, hein, qui veulent qu'on fasse un petit test comparatif avec le XS20, mais même avec le XH2S, hein, s'ils veulent. On se trouve un truc commun et puis on se fait des rafales pour voir, hein, en toute amitié. Donc voilà, bon, moi pour info j'habite en Haute-Savoie, hein, si jamais. Mais voilà, je suis ouvert vraiment à toute proposition de ce type-là, et puis au moins on pourra dire la vérité aux gens. Et puis si ça se trouve, c'est bien le Sony qui arrivera devant, mais au moins ça sera clair, ça sera avec une rafale équivalente, quoi. Voilà pour ça. Pour finir, on va parler de la concurrence, puisqu'il y a de la concurrence quand même, un petit peu, hein. Alors bon, je vais enchaîner puisque j'ai parlé beaucoup de l'autofocus, là, hein, et donc j'ai surtout mentionné la comparaison avec Sony. Donc tout seigneur, tout honneur. Le concurrent, je pense, assez direct, hein, de ce XS20, c'est le Sony A6700, nouvellement sorti. Alors, c'est toujours délicat, hein, de parler de concurrence dans les boîtiers, parce que c'est quasi impossible de parler boîtier sans parler forcément gamme optique, quoi, qui va avec. Si par exemple vous n'êtes équipé en rien, que c'est votre premier boîtier et que vous hésitez par exemple entre ce XS20 et
le A6700, la comparaison, elle a bien sûr du sens, mais à condition d'y inclure quand même les gammes optiques. Et je pense que si vous êtes équipé déjà d'une marque, qui plus est, qu'il y a une monture compatible entre l'APS-C et une autre monture et un autre format, c'est le cas notamment de Sony, dont la monture est compatible entre l'APS-C et le plein format. Donc voilà, ça ouvre des possibilités évidemment que c'est un peu, si vous avez un Sony plein format, ça fait un peu bizarre d'aller prendre un APS-C d'une autre marque, puisque ça oblige à racheter d'autres objectifs. Et puis de ne pas pouvoir les échanger, surtout avec son boîtier plein format. Oui, parce qu'on peut mettre je digresse un peu, mais rapidement, on peut mettre des optiques APS-C sur les pleins formats de Sony. Ça a du sens, notamment quand on est sur certains modèles de la série A7 qui, en 4K 50, ont un crop de 1,5, c'est-à-dire un crop APS-C. Bah là, ça a carrément du sens de leur mettre les optiques APS-C. Justement, ça donne accès, par exemple, au très grand angle, qui ne sont pas possibles avec les objectifs plein format, qui eux voilà, vont se transformer en 1,5 fois leur focale. Donc ça a du sens, et c'est pour ça que voilà, je voulais dire, quand on est utilisateur Sony, ça me semble logique d'opter plus pour un A6700 si on veut de l'APS-C qu'un Fuji X1620. Maintenant, chez Fuji, c'est un peu différent. Alors moi, mon cas, il est un petit peu comme je viens de mentionner chez Sony, sauf que chez Fuji, il n'y a pas de plein format. En revanche, il y a des boîtiers très différents en APS-C. Donc moi, je possède aussi le XH2S, et je suis très content d'avoir la compatibilité des objectifs, évidemment, entre mes deux boîtiers. Donc, ceci étant dit, maintenant, comparons-les quand même point par point. Alors peut-être pas non plus dans le détail complet, hein. Alors on va commencer par le prix. Il y en a quand même un qui est 300 € plus cher que l'autre, c'est le Sony. Donc est-ce qu'il les justifie? Alors ça, c'est à chacun de se positionner. Allez, on va commencer avec ce que le Sony a en plus, on va dire, et puis après on fera ce que le Fuji a en plus. Le Sony, il a en plus en vidéo tout de suite, hein, on va y penser, la 4K 120. Alors la 4K 120, attention, c'est pas de la 4K 120 d'un A7S3 hein, par exemple, ou d'une ZV-E1, c'est de la 4K fortement croppée, et donc qui dit fortement croppée dit qu'on n'est plus du tout sur l'équivalent d'un capteur APS-C, hein, on est sur l'équivalent d'un capteur 1 pouce pour ceux à qui ça parle. Alors en gros en extérieur ça va, dès qu'on est en conditions lumineuses un peu plus faible, on va dire, voilà, hein, c'est là qu'on va toucher au problème. Et puis, c'est pas les mêmes codecs que l'autre 4K, la 25 et la 50, entre autres, hein. C'est un peu de moins bonne qualité quand même. Alors, ça reste certes de la 4K. Bon, il faut en avoir vraiment l'usage, hein, parce que, bon, des fois, la Full HD 120, ça peut, et puis là, pour le coup, il n'y a pas de crop, quoi, ça peut rendre les mêmes services sans crop, et pour finalement une qualité qui ne va pas être beaucoup moindre que 7 4K croppés, etc. Donc bon, il l'a quand même, on ne va pas dire le contraire, et finalement, si on fait le bilan, il y a quand même peu de boîtiers qui ont de la 4K 120, même à l'heure actuelle, donc ça reste un avantage pour le Sony. Ensuite, il a le Sony, je pense, alors j'ai longtemps parlé de l'autofocus, allez, vraiment sur le suivi avec c'est-à-dire la pure détection, hein, le maintien vraiment de la détection, le fait, surtout en vidéo, il fait à peu près jamais de micro-pompage comme peut faire parfois un Fuji. Là aussi, je dirais avantage au Sony là-dessus. Ensuite, les menus, le côté tactile maintenant avec tous les nouveaux menus, c'est mieux hein, que chez Fuji aussi, c'est certain. Et puis, alors, je vois pas trop autre chose, hein, parce que au niveau stabilisation, c'est pas mieux. Niveau, ouais, alors il y a peut-être un tout petit peu plus de boutons personnalisables, bon, et encore, je sais pas. Enfin, ce qui est sûr, c'est que moi, pour avoir eu des Sony, le degré de personnalisation, même si on n'a pas plus de boutons, on va dire, le degré de personnalisation est meilleur que chez Fuji, parce que je vous donne juste un exemple. Chez Fuji,
vous avez envie de mettre, je sais pas, la détection des animaux et des voitures, enfin les modes de détection autres que humains, quoi, sur un bouton, chez Fuji, vous pouvez pas. Je sais pas pourquoi, on peut pas. Donc c'est un exemple parmi d'autres, hein. Mais vous pouvez pas non plus alors mettre par exemple les zébras, vous pouvez pas les mettre dans le menu Q, les zébras. Donc bon, voilà. C'est pareil, c'est des trucs bizarres. Alors chez Sony, bon, on n'a pas ces limitations un peu bizarres. On a peut-être une ou deux, mais c'est vraiment à la marge. Donc avantage là aussi pour Sony. Là, je vois plus rien d'autre, hein. Et puis chez Fuji, alors du coup, quel va être l'avantage? Le prix déjà, hein, bien sûr. En photo, on a une ergonomie un petit peu plus tournée vers la photo, je trouve, hein, notamment avec l'histoire du joystick, et puis peut-être qu'avec le viseur au milieu aussi, hein, certains préfèrent en photo. On a un aspect, alors après là c'est très subjectif, mais il fait un petit peu plus appareil photo, quoi, le Fuji, hein, vous voyez ce que je veux dire. Alors, il n'a pas le look rétro quand même des X-T5 et tout, mais enfin il a un look Fuji justement, hein, un tout petit peu rétro quand même, voilà, qui est sympathique, un revêtement granuleux et tout qui est sympathique aussi. Voilà, alors après en photo, il a bien sûr un obturateur électronique plus performant que celui du Sony, notamment pour la rafale, hein. Donc là j'en ai assez parlé, je crois, avec l'histoire de l'autofocus. Donc voilà. Après en stabilisation, je pense que, alors il faudrait vraiment faire des tests jumelés, hein, mais bon, sur le papier il est donné pour 7 stops, alors que le Sony est donné pour 5,5 stops. Bon. Après, on en pense ce qu'on veut, faut voir en situation réelle, hein, c'est sûr. Voilà. Ensuite, le XS20, alors en vidéo, il va avoir, bon, c'est un peu anecdotique, mais enfin, je le mentionne, il peut faire du ProRes RAW en externe. Bon, ok, alors que le Sony peut pas. Bon, alors je pense pas que ce soit un avantage gigantesque. Bon, je sais pas qui va faire du ProRes RAW en externe avec un XS20, mais bon, passons. En revanche, oui, Asis qu'il a, et puis je ne l'ai pas mentionné avant, c'est le moment de le dire. Il a la 6,2K en open gate, hein, le XS20 en vidéo, que n'a pas le Sony. Donc ça fait une différence surtout pour ceux qui croppent notamment en format vertical, hein, en vidéo. Là, c'est avantage au Fuji, hein, bien sûr. Donc ça, il faut le savoir. Le Fuji, il a un mode vlog. Franchement, moi, j'appelle pas ça un avantage par rapport au Sony, parce que, alors, je fais une petite vidéo que je vais mettre suite à celle-ci, notamment dans le mode vlog, le mode présentation de produits qu'il y a dans ce XS20 et qu'il n'y a pas dans le Sony. Il sert vraiment à rien, donc je ne le mets pas en avantage. Il y a le mode de floutage de l'arrière-plan, c'est pareil, ça sert à rien. Il remplace juste le fait de se mettre à l'ouverture maxi de soi-même, de son objectif. Bon, voilà, des petits trucs comme ça que je ne considère pas comme des avantages sur le Sony. Et puis, en gros, je pense qu'on a fait un petit peu le tour, hein, de leurs différences. Je dirais que après, ce qui ne va pas trop les différencier, c'est le parc optique, hein. Parce que, alors, Fuji a un parc optique assez énorme dédié qu'à la PSC, hein, parce que ça fait très longtemps qu'ils font que des boîtiers APS-C. Mais en fait, Sony, leur parc optique n'est pas ridicule non plus en APS-C, puis ils ont évidemment l'apport de Sigma et Tamron, que maintenant Fuji a aussi finalement. Alors au final, il y en a peut-être un petit peu plus quand même chez Fuji, notamment des focales fixes, on va dire. Mais globalement, on s'en sort très bien en monture Sony en APS-C, je trouve, hein. Ça n'a absolument rien à voir avec Canon, parce qu'on va y venir à la concurrence de Canon juste après, hein, ou même avec Nikon. Bien. Donc voilà, il me semble que le concurrent le plus sérieux, le plus proche, c'est le Sony A6700. Après, voilà, ils sont un peu différents dans certaines caractéristiques avec le XS20, et le XS20, encore une fois, coûte quand même moins cher. Mais voilà, en tout cas, le concurrent le plus sérieux, on va dire, y compris avec le parc optique. Ensuite, donc, parlons vite fait, on va dire, de Nikon, parce que Nikon,
ils n'ont pas un boîtier APS-C de la trempe du XS20, hein, tout simplement, hein, que ce soit en vidéo ou en photo, il y a trop de limitations hein, qui le font pas ressembler à un XS20. Alors je ne sais plus trop hein, les derniers. Alors on a le ZFC là, parce que je dis ça parce qu'il y a le ZF qui est sorti en plein format. Et le ZFC en APS-C, ça fait un petit moment quand même qu'il est déjà sorti avec son look très rétro aussi. Et puis il est basé sur le Z50 qui est le boîtier APS-C, il me semble pas dire de bêtises, le plus haut de gamme entre guillemets, hein, qu'ils aient, mais qui n'a pas les spécificités d'un XS20 ni d'un Sony A6700. Donc en gros, c'est vite vu. Il n'y a pas de concurrence vraiment à ce boîtier chez Nikon. Et là, au niveau objectif, ça n'a rien à voir avec la monture Fuji ou la monture Sony. Il y en a beaucoup moins, hein, vraiment beaucoup moins pour l'APS-C chez Nikon. Alors quand même, Nikon a ouvert par contre à Sigma les petites focales fixes de Sigma. Alors je crois que malheureusement ils n'ont pas encore le 18-50 qui est magnifique, hein, là qui me filme. Mais ils ont la série là, du 16, du 30 et du 56 hein, qui sont des 1.4. Donc que j'ai, moi j'ai pas le 16 mais par contre j'ai le 30 et le 56 en monture Fuji. Hein, et c'est des super petites focales fixes ouvertes à 1.4. Bon, et ben voilà, ils ont quand même ça, Nikon, mais Nikon ne fait pas beaucoup d'objectifs APS-C pour sa monture. En tout cas, c'est sûr. Alors maintenant, on va parler de Canon. Canon, c'est un cas vraiment à part. Hein, parce que Canon, pour le coup, ils ont des boîtiers APS-C déjà plus variés et plus sérieux que Nikon depuis notamment la sortie du R7 et du R10. Hein, c'est-à-dire, en gros, bah, le R7 et le R10, ça a été les premiers hybrides en monture RF de Canon. Sorti donc mi-2022, par là, hein, donc mai-juin 2022, donc il y a 1 an et demi, on va dire, quasiment, hein, maintenant. Et bon, quand ils sont sortis, il y avait juste 2 objectifs de kit, hein, je crois que c'est un 15-45 et l'autre c'est un 18-150, un truc comme... Ouais, je crois que c'est ça, un 18-150. Bon, des bons petits zooms de kit, hein, par contre, pour le coup, alors surtout le 18-150, mais enfin, voilà, vous imaginez bien les ouvertures, c'est plus un zoom de voyage, alors celui-là, on va dire, hein, et qui n'est pas très raccord, par exemple, avec un R7, hein, forcément. Et donc on s'attendait à ce que Canon sorte des objectifs un peu plus polyvalents en monture RF pour sa gamme APS-C. Et ben rien du tout, hein, on va être très clair. Il se base juste sur le fait qu'il y a certaines petites focales fixes du plein format qui vont bien sur leur boîtier APS-C, qui ne sont pas trop chères non plus. Et leur zoom du plein format 100-400 qui est très compact et qui est qualitatif aussi, hein, on va dire, à part qu'il est quand même pas tropicalisé et qu'il est à f8 à 400 mm. À part ça, c'est un très bon zoom longue focale qui en plus n'est pas très cher. Et donc évidemment, ça équivaut à un plus de 600 sur de la PSC, donc il est tout indiqué. Mais enfin, en dehors de ça, il n'y a que dalle. Et donc, bon, franchement... acheter un R7 comme ça, si on n'a pas d'autres boîtiers Canon, ben, je ne sais pas trop quels objectifs vous allez mettre dessus. Alors oui, il y a la bague d'adaptation pour mettre les anciens. Bon, enfin bon, je ne sais pas, si on achète un boîtier en monture RF à l'heure actuelle, c'est pas pour se trimballer une tripotée d'anciens objectifs plus la bague, enfin moi il me semble, quoi. Voilà, voilà, et d'anciens objectifs qui ne sont pas optimisés pour cette monture. Hein, bien entendu, ni ces capteurs d'assez haute résolution comme le R7, hein, justement. Parce que voilà, le R7, c'est quand même un sacré boîtier. Hein. C'est sûr que s'il avait des objectifs, bah franchement, là, le XS20, il pourrait se faire un peu du souci. Parce qu'au niveau du prix, le R7, il est 200 € plus cher que le XS20. Vous voyez, et là, par exemple, il est 100 € moins cher qu'un Sony A6700, et là, clairement, il est plus intéressant qu'un A6700, enfin, moi, il me semble. Hein. Alors, déjà, c'est un boîtier qui est plus sérieux, dans le sens où vous pouvez l'utiliser de manière professionnelle. Déjà, il a 2 cartes mémoire, ce que n'a pas le XS20, ce que n'a pas le Sony A6700. Hein, il a le double port SD, voilà. Il a un autofocus qui est l'autofocus Canon, qui fait référence sur le marché en termes de suivi vraiment d'un sujet rapide. Donc on va dire il a le meilleur hein, entre le Fuji X-S20 et le Sony A6700.
là c'est sûr. Il est tropicalisé, alors que le XS20 ne l'est pas. Je ne sais pas si le A6700, il doit l'être un petit peu quand même, je crois. Le XS20, bon, il ne l'est pas, non, soi-disant. Bon. Après, je ne sais pas. Il faudrait vraiment essayer. Enfin, on se comprend. Après, qu'est-ce qu'il a, le R7 en plus? Il a donc, il a un capteur de plus de 30 mégapixels. Ça fait une petite différence avec le XS20 et le A6700 qui sont à 26 mégapixels. Et il a 30 en rafale, il va jusqu'à 30 images par seconde sans aucun crop. Donc là aussi, c'est meilleur que Fuji, parce que Fuji il va à 30 mais avec un crop à 1.29, sinon c'est 20. Donc le Canon il va à 30 et évidemment le Sony il est bloqué à 11 comme chacun sait. Donc c'est le meilleur hein, sur les rafales rapides. Il monte aussi au 8 millième de seconde en obturateur mécanique, parce que ça je ne l'ai pas dit pour le Fuji, mais il est en mécanique, il est qu'au 4 millième de seconde, ainsi que le Sony. Donc voilà. Ensuite, il monte au 16 ou même 32 millième de seconde, je ne sais plus trop, le Canon. Le Fuji aussi, ah oui, ça aussi, je ne l'ai pas dit. Dans les avantages du Fuji par rapport au Sony, l'obturation électronique monte au 32 millième de seconde quand elle est bloquée au 8 millième chez Sony. Et je crois que Canon, ils vont aussi au 32 millième, ou en tout cas au moins au 16 millième, c'est sûr. Donc voilà, hein, en cas de très forte luminosité, de pouvoir monter vraiment encore plus haut en vitesse d'obturateur que un 4 millième, là c'est sûr que c'est utile, mais même au 8 millième parfois c'est utile. Donc avantage donc Fuji et Canon pour ça. Donc en photo, le problème du Canon, ça va être plus le rolling shutter qui va être sans doute un peu plus marqué que sur le Fuji et le Canon, et le Sony. Hein. D'après tous les tests, hein, c'est un peu le point faible du Canon, on va dire. Là où il va aussi marquer un peu le pas sur le Fuji et le Sony, c'est que c'est un capteur en fait relativement ancien qui a été un petit peu remis au goût du jour, qui était le capteur qu'il y avait dans le réflexe numérique, le 90D. Et donc, à cette époque-là, qui n'est pas si lointaine, je veux dire, hein, mais quand même, Canon n'était pas réputé sur ce capteur de plus de 30 mégapixels du tout pour la montée des ISO. Hein, il bruitait très vite. Et pour la plage dynamique, c'était moyen. Donc, ça a été amélioré dans le R7, mais ce n'est pas du niveau de Sony ou Fuji, là, avec le capteur 26 mégapixels. Voilà, donc là, il faut quand même le savoir. Après, au niveau viseur, il ne se distingue pas des deux autres, parce que c'est aussi le viseur de 2,36 mégapixels. Hein. Et puis, en vidéo, le Canon R7, alors, il ne va pas avoir grand-chose de mieux, hein, c'est plutôt moins bien même, à part que sa 4K 60 n'est pas croppée, je crois, hein, de ne pas dire de bêtises, que sur le XS20, il y a ce petit crop de 1.18, et il n'y en a pas dans le Sony, hein, voilà. Par contre, il n'y a pas de 4K 120 hein, du tout. Après, en vidéo, le problème, c'est qu'on est limité en codec hein, chez Canon. On n'a que l'équivalent du Longop, hein, on n'a pas de All-Intra, alors encore moins évidemment de ProRes. Alors on a bien le 10 bits, hein, mais je crois, alors pas dire de bêtises, le 10 bits chez Canon, il faut forcément tourner en log pour tourner en 10 bits. Hein. Dites-moi si je me trompe, mais je crois que c'est ça. Alors que sur le Sony ou le Fuji, on peut tourner en 10 bits sans être en log si on a envie. Voilà, voilà. Au niveau stabilisation, le Canon est peut-être le meilleur des trois. Meilleur que Sony, c'est sûr, puisqu'encore une fois, Sony n'ont pas mis la toute dernière stabilisation qu'ils ont, mais l'ancienne, elle n'est pas terrible. En tout cas, moins bonne que le Canon, c'est sûr. Et par rapport à Fuji, il faudrait voir. Hein, le XS20, il a quand même une bonne stabilisation maintenant. Elle est peut-être un chouille moins bonne que celle du Canon. Il faudrait voir. Voilà, hein, en gros, évidemment, le R7, au prix où il est vendu, il aurait le parc optique de Fuji ou de Sony. Là, il se vendrait par palette, à mon avis. Hein, enfin, dans le monde de la PSC, hein, c'est sûr. Voilà, mais là, c'est un choix de Canon, c'est comme ça, et puis c'est tout. Voilà, et au niveau concurrence, bah, c'est tout, parce qu'après, on peut quand même parler un peu de la sortie
Panasonic G9 II, parce que, bon, bien sûr c'est du micro 4 tiers, donc on sort de la pure concurrence, mais enfin, c'est sûr que jusqu'à maintenant, le micro 4 tiers essayait quand même de concurrencer l'APS-C, pas directement le plein format, évidemment, ça n'a pas de sens, mais un petit peu l'APS-C dans le sens où c'est un format qui permet de partir même encore plus léger que l'APS-C, etc. Et qui va donner aussi des avantages, hein, avec plus le capteur est petit, plus il est facile à stabiliser, plus on a accès à des rafales énormes, voilà. Donc c'est le cas du G9 II, il a une rafale terrible que n'a aucun là, des APS-C précités, bien sûr. Il fait, je crois, quasiment pas de blackout du tout, alors qu'il n'a même pas de capteur empilé, il a une stabilisation de dingue, voilà. Donc c'est quand même un boîtier qui a des avantages non négligeables. En revanche, c'est un boîtier qui fait la taille moi, de mon XH2S par exemple. Donc pour du micro 4 tiers, même si c'est bien, on l'a bien en main, tout ça, on peut mettre des gros objectifs et tout, ça reste quand même un petit peu délicat de se dire j'ai un boîtier micro 4 tiers qui fait la taille d'un boîtier plein format. Parce que déjà moi des fois avec mon XH2S je me dis bon c'est un peu limite quand même le concept, mais alors là avec un micro 4 tiers, bon, ouais, le XS20 par exemple, il est beaucoup plus petit, compact que ce G9 II. Puis après, il y a les objectifs. Et là j'avoue qu'en micro 4 tiers, si vous pensez par exemple au 200-400 de Leica, là, qui équivaut non, pardon, au 100-400, qui équivaut à un 200-800, surtout la toute nouvelle version, alors qui est très chère pour le coup, hein, puisqu'elle coûte 1 800 €. Bon, là c'est un avantage certain parce qu'on a un équivalent 800 mm quand même en bout de course dans un format de 70-300 quasiment en APS-C. Donc vous voyez, donc là oui c'est sûr, le micro 4 tiers pour ça il est avantageux, mais j'allais presque dire maintenant c'est presque que pour ça. Parce que sinon pour le reste, alors oui, on a des fois des ranges quand même dans les zooms qui peuvent être intéressants, qu'on n'arrivera pas à avoir en APS-C. Ça, c'est vrai aussi. Puis voilà, parce qu'après, pour le prix des objectifs, ben, je suis désolé, mais ils sont largement aussi chers qu'en APS-C, voire plus. Je l'ai mentionné, je vous renvoie à mon avis sur le G9 II, hein, parce que j'ai beaucoup parlé des objectifs micro 4 tiers. Et puis plus embêtant, je trouve, quand vous voyez le 18-50, là, ben, il est en train de me filmer, mais voilà, je vous l'ai déjà montré, hein, le 18-50 de Sigma f2.8 constant, hein, en APS-C, il est pas plus gros, pas plus lourd, il est même un peu plus léger qu'un 1235 f2.8 de Panasonic. Hein. Donc, vous voyez, alors le 1235, ok, il commence à 12, c'est équivalent 24, alors que le Fuji, c'est équivalent 27. C'est vrai, mais même, je veux dire, on arrive à faire quasiment maintenant aussi compact en APS-C. Et puis alors surtout, si on est chez Fuji ou chez Sony, on a Sigma et on a Tamron. Et c'est pas rien, hein, c'est vraiment pas rien. Alors Sigma, on l'a un petit peu en micro 4 tiers, mais pas pour les zooms de toute façon. Donc bref. Donc je pense qu'il faut vraiment être très passionné de micro 4 tiers hein, pour préférer ça à de la PSC aujourd'hui, ou alors il faut être comme un certain Brice de la chaîne Une Bolée d'air, utilisateur plein format et micro 4 tiers. Là, ok, ça a du sens et de ne pas passer par la PSC, avoir les deux extrêmes en quelque sorte. Alors, par contre, il faut avoir le budget qui va avec, parce que le micro 4 tiers, finalement, avec tous les objectifs qui vont bien, ça coûte quand même très cher. Moi, je trouve plus qu'en APS-C, à l'heure d'aujourd'hui, hein, bien sûr. Et en plein format, ben oui, en plein format, forcément, ça coûte cher aussi sur tous les objectifs. Hein, bon, donc et puis il faut avoir les deux, vraiment, les deux peuvent pas s'échanger là au niveau des objectifs, c'est sûr. Bon, moi c'est pour ça que je continue à préférer l'APS-C hein, de toute façon. Voilà, donc écoutez, ça sera tout pour cette petite review du XS20 hein, qui moi me satisfait parfaitement, j'allais dire en second boîtier évidemment, mais presque en boîtier à 80% principal, voilà, il me va très bien aussi. Voilà, écoutez, je vous dis à la prochaine vidéo, merci d'avoir suivi, n'hésitez pas à vous abonner, au revoir.